Anyways, Pop, pour la suite des choses. Par la suite des choses, on parle de Josh Allen et Lamar Jackson avec raison pour le titre de MVP, mais je commence à penser que Sam Darnold mériterait d'être dans la conversation assez sérieusement. Un commentaire qui nous provient du boy Mathieu Vachon, ami. Puis, d'ailleurs, ça, c'est un même Mathieu qui, en début de saison, est allé au top de la montagne et a dit, mesdames et messieurs, je déclare avant Josh même que la Allen saison commence. Avant même que la saison Il a commence. déclaré Josh Allen le MVP de la saison. OK. Ah ouais, c'est vrai. Écoute, c'est vrai, puis on avait tout ri, hein. On avait tous les trois, on avait ri. Puis aujourd'hui, on a toute l'air épais. Pour moi, là, jusqu'à il y a quoi, une semaine ou deux, il y avait 4 participants forts là, au titre de MVP dans la Ligue. Bon, Josh Allen, Lamar Jackson étaient là, bien sûr. Je pense que Saquon était là parce que s'il battait le record, on en aurait parlé. Mais là, selon moi, avec le record qui ne sera pas battu, malgré les 2000 verges, excellente saison, candidat au titre de joueur offensif de l'année, mais on l'enlève de la course au MVP. Et il aurait pu peut-être avoir Joe Burrow, étant donné qu'il y avait des stats exceptionnelles. Mais là, l'équipe rate les éliminatoires. Puis même, j'ai envie de te dire que même s'ils avaient fait les éliminatoires cette semaine, ben on le voyait, c'était pas entre ses mains là, de faire les éliminatoires, ça prenait des défaites de 3 équipes. Donc, pour moi, Joe Burrow, c'est automatiquement enlevé. Sam Darnold, selon moi, va gagner le Comeback Player of the Year. C'était mon choix au début de l'année, d'ailleurs, c'est pas pour me vanter. Par contre, pour le titre de MVP, je suis pas prêt à aller là. Écoute, saison exceptionnelle, là, Sam Darnold, je pense qu'on est tous contents pour lui, puis il va se mériter un gros contrat qu'il a amplement mérité, que lui pensait avoir un jour quand il était en début de carrière, mais depuis 2-3 ans, je pense que lui, il se disait, je ne vais jamais le signer, le gros pactole, puis finalement, il va l'avoir cette année, que ce soit au Minnesota ou que ce soit ailleurs. Ceci étant dit, comme MVP, écoute, je ne suis pas prêt à le mettre là pour une raison, il n'y a pas les chiffres qui accotent, ou du moins qui arrivent au niveau de Josh Allen et Lamar Jackson, et il y a Jordan Addison, Justin Jefferson, TJ Hawkinson, il y a Aaron Jones qui a connu une grosse saison. Je ne suis pas en train de dire que lui a dépendu entièrement de ces gars-là puis que si ce n'était pas d'eux, il n'était pas capable de jouer. Mais je pense qu'avec ces gars-là, et considérant aussi que les autres noms, malgré tout ce qu'on pourrait dire, c'est des noms plus sexy et qui attendent leur tour depuis plusieurs ans. C'est-à-dire que Lamar Jackson l'a déjà gagné, mais Josh Allen attend son tour depuis plus d'années. Ce sont des plus gros visages au niveau de la Ligue. Tandis que Sam Darnold, veut pas, il n'est même pas le plus gros visage de son équipe. Justin Jefferson est plus populaire que Sam Darnold. Puis si on disait aux Vikings pour de garder un des deux, bon là, étant donné le contrat, c'est sûr que Justin Jefferson est sous contrat à long terme et tout, mais il conserverait Jefferson avant de garder Sam Darnold. Puis moi, la raison pour laquelle je pense pas qu'ils vont signer Sam Darnold à long terme et échanger McCarthy, c'est que tu te dis, j'ai tellement un gros groupe offensif que pas n'importe qui pourrait performer dans ce système-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais que J.J. McCarthy, qui est un gars de talent, un distributeur de ballons, littéralement, moi, j'ai l'impression que ça peut être un bon fit avec les Vikings puis que c'était une bonne sélection. Et surtout, Kevin O'Connell, l'entraîneur de l'année. Écoute, il a tellement fait un travail. C'est un vrai gourou des corps arrière. Tu sais, il y a beaucoup de coordonnateurs ou de coachs des corps arrière. On dit, lui, c'est un gourou de QB. Finalement, il arrive quelque part et il ne fait rien. Kevin O'Connell, c'en est un vrai. Puis selon moi, non seulement ça, mais la paire O'Connell et Brian Flores comme coordonnateur défensif, c'est la meilleure paire de coachs de la Ligue cette année. Ben, c'est un peu ça que je voulais m'en aller parce que je voulais mettre 2 choses là-dessus. De un, le narratif était peut-être trop fort pour Kevin O'Connell. Je pense que l'opinion populaire et peut-être même médiatique va attribuer les succès des Vikings plus pour Kevin O'Connell que Sam Darnold, même en donnant du crédit à Sam Darnold un peu. Mais même à ça, je trouve ça surprenant quasiment à la limite qu'il n'y ait pas plus de discussion que ça sur Sam Darnold. Mais bon, écoute, il y a plein de raisons pour ça, mais écoute, à 14, peut-être même potentiellement 15-2, j'aurais aimé ça voir ça, mais écoute, Kevin O'Connell, félicitations, coach de l'année. Le trophée il est juste à la sortie. Mec, tu sors de la game contre Détroit, le trophée est à la sortie dans le vestiaire. Là, merci, bonsoir, c'est réglé. Mais c'est ça, pour moi, le MVP des Vikings, c'est Kevin O'Connell. Je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast. Sam Darnold, c'est le fameux success story. Là. Sam Darnold, c'est une des plus belles histoires de succès qu'on a vu dans la NFL depuis un bout. Là. Relancer une carrière de même d'un coup, là, c'est pas loin de Baker Mayfield, comme quoi ça a tout été relancé avec une game avec Sean McVay. C'est 180 degrés, c'est même pire que Baker Mayfield. C'est 180 degrés. Complètement. Puis, mais pour moi, le vrai architecte, Sam Darnold a énormément de crédit là-dedans, mais
Kevin O'Connell Kevin O'Connell a gardé les Vikings compétitifs avec Josh Dobbs l'an passé. Est-ce qu'on peut juste prendre 2 secondes pour démontrer à quel point ce gars-là est talentueux? Puis c'est drôle parce que plus tôt aujourd'hui, il y a eu là, je me souviens plus, je pense que c'est. Je me souviens plus qui avait sorti ça, mais c'est comme quoi il y a des équipes qui aimeraient peut-être parler aux Vikings une transaction pour Kevin O'Connell qui est sans contrat après la prochaine saison. Moi, je m'excuse, si les Vikings laissent sérieusement partir Kevin O'Connell, ce sera la pire erreur de l'histoire de leur franchise. Ce gars-là est en ce moment un top 3 coach de la NFL et peut-être même numéro 1. Je pense que là, tu as Andy Reid, puis tu as quelques autres candidats, mais j'adore Kevin O'Connell. Puis, ce gars-là a relancé des carrières, a relancé Sam Darnold, puis je pense qu'il va faire du bon travail avec J.J. McCarthy, qui était vraiment pas mon favori avant le repêchage, mais qui est un fit parfait pour. Mais c'est lui qui l'a choisi. Exact, c'est ça. Il a fait confiance et tout, puis c'est pour la même raison que toi, je pense que Sam Darnold va jouer ailleurs dans 1 an, mais quelle grande histoire de succès. Mais je pense que c'est le MVP des Vikings cette année. Sam Darnold, aussi bon a-t-il été? Je sais que c'est pas un joueur, mais le MVP des Vikings, c'est Kevin O'Connell. Ouais, j'ai vu les rumeurs de transactions aussi passer aujourd'hui. Moi, je ne crois pas à ça. De un, c'est parce que la saison n'est pas terminée. Souvent, les prolongations de contrat viennent à 1 an d'échéance. Donc, selon moi, là, dès que les Vikings sont éliminés ou remportent le Super Bowl, peu importe, on va procéder à une prolongation de contrat lucrative pour Kevin O'Connell. S'il y en a un qui devrait quitter, que ce soit cette année ou l'an prochain, je pense que ça va être Brian Flores qui risque d'obtenir une 2e chance comme entraîneur-chef. C'est vraiment un bon coordonnateur. Moi, quand il était entraîneur-chef, je suis un partisan des Dolphins, les gars, depuis que je suis jeune. Quand il était entraîneur-chef des Dolphins, je l'adorais. La défense faisait des miracles. Puis à la seconde qui est parti, puis que Mike McDaniel est arrivé, l'attaque est devenue spectaculaire. Ça, on doit le donner, l'attaque des Dolphins. La défense est devenue atroce. Ouais, la défense est devenue catastrophique, mais sensiblement avec les mêmes joueurs. Donc, on n'était pas capable de jouer là, avec Vic Fangio l'an dernier. C'était une catastrophe. Là, cette année, ça a quand même été pas si mal là, pour la défense des Dolphins et tout, mais là, on commence à être loin, puis les joueurs commencent à s'alterner aussi. Puis Brian Flores, il applique toujours le blitz parce que sa tertiaire, c'est des gars vieillissants, les Gilmore, les Griffin, qui arrivent à 30, 33 ans, qui sont pas capables de suivre, donc ils blitzent tout le temps pour que le ballon sorte rapidement, pour pas avoir que ses débits couvrent. Mais il y a un gars que Brian Flores adorait à Miami, qui a amené au Minnesota. Moi, c'est un de mes joueurs préférés dans toute la NFL. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas élevé au rang de superstar parce qu'il fait des jeux à tous les matchs. Puis à Miami, il en faisait ses unités spécialisées. C'est Andrew Van Ginkel, qui est un monstre sur le terrain. Puis sans lui, cette saison, les Vikings ne montrent pas le même visage parce que la pression ne se rend pas autant. Puis sans pression sur les KR, les Vikings, la défense, c'est une passoire. Donc, c'est ce qui l'a rendu bonne. Donc, moi, je trouve que c'est un gros ajout. Ça n'a pas coûté cher aux Vikings. Ils n'ont pas eu à donner du terme et un gros montant. Il fait pas mal à leur masse salariale. Puis c'est un joueur qui va toujours t'offrir un rendement supérieur à son salaire. Donc, pour moi, c'est n'importe quelle équipe, je mettrais ce gars-là sous contrat. Absolument. Finalement, Pop, pour la dernière intervention du Perron d'Église. Message qui n'est parvenu de Manuel Villeneuve via conversation personnelle sur Messenger qui dit « Bien content, comme on ne draftera pas Travis Hunter. Je voulais un joueur de ligne à l'attaque tout ce temps-là et personne va échanger personne va échanger au repêchage pour monter et avoir Shooter Sanders. Le contexte mise en contexte, si Manuel est un fan des Patriotes, donc je le sais. C'est du gros coping ici, mesdames, messieurs, parce que les Patriotes, à la dernière game, la seule game qui n'était pas supposée gagner de toute l'année. Joe Milton, moi. Joe Milton qui a vraiment bien paru en plus. Incroyable. Contre des backups, on s'entend, mais quand même, moi, je l'ai adoré. Là. C'est vraiment spectaculaire. Un QB qui a joué à Tennessee dans NCAA et qui donne le premier show au Titan, man. Tu pourrais pas écrire un meilleur scénario que ça, premier show au Titan. Écoute, dans une saison qui a été, je vais le dire poliment, de l'hostie de merde pour les Titans, man, au moins, tu sais quoi, il y a le premier choix. Puis là, je me permets une petite parenthèse. Après ça, on va revenir aux commentaires de Manu parce que je trouve que c'est super intéressant de parler des Pats en ce moment, surtout avec Gerard Mayo qui est dehors. Mais pour les Titans, dans cette année-là, qui a été tellement dur à avoir le premier choix, ça va faire du bien. Puis la grande question, c'est est-ce que tu prends un corps arrière? Est-ce que tu prends un Shooter Sanders? Est-ce que tu prends Cam Ward? Est-ce que tu prends... je pense pas qu'il y en a un autre qui mérite de sortir aussi haut. Non. Ou l'autre grande question, c'est est-ce que tu descends au repêchage? Puis pour les Titans, je pense que ça devient particulièrement intéressant parce que ton choix de 3e ronde est parti aux Chiefs pour le Jerry Sneed. Donc, tu n'as pas ce 65e choix-là au total. Les Chiefs doivent
comme ça n'a pas de bon sens même d'avoir eu ce choix-là pour Jerry Sneed qui a à peine joué de l'année. Je comprends encore pourquoi on a fait cette transaction-là chez les Titans, puis je pense pas que c'était une mauvaise transaction, mais mon Dieu que ça paraît mal aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut que tu descendes. Je pense que tu as les Giants qui veulent un carrière. Je pense que tu as les Raiders qui rêvent d'avoir Shedeur Sanders. Je pense que ces deux équipes-là vont monter, vont vouloir monter en tout cas, puis tu ne descendrais pas trop pour les Titans. Fait que je pense que c'est un scénario qui va être à considérer. La grande question pour les Titans, c'est qui va prendre cette décision-là, parce que là, on commence à se demander si le directeur général Rand Carton, le coach Brian Callahan, est-ce que ces gars-là vont survivre au fameux Black Monday demain où tous les coachs, tous les DG perdent leur job parce que c'est la première journée post-saison de la NFL. Est-ce que ça va être ces gars-là qui vont pouvoir prendre la décision? Bonne question, mais clairement, les Titans, ça va être une saison morte déterminante pour l'avenir de l'équipe. Ouais. Je pense que tu ne peux pas retourner avec une autre année de Mason Rudolph, de Will Levis, de c'est qui ton carrière numéro 1, personne ne le sait. Il y a un sérieux manque de talent à toutes les positions dans cette équipe-là. Puis je pense que descendre au repêchage, c'est ta meilleure option. Aller chercher un pactole à un peu comme les Bears avaient fait, comme avec le premier choix quand ils l'ont échangé aux Panthers pour Bryce Young. Je pense que ça te prend une transaction comme ça, c'est les Titans. Puis les Pats qui avaient cette opportunité-là, ou peut-être de repêcher ou de descendre, parce qu'on a Drake May, c'est une belle opportunité ratée et on a remercié Gerard Mayo en le calissant dehors 1 heure après la game. Renaud, je veux savoir un peu qu'est-ce que tu penses de l'état des Pats en ce moment. À quel point ça a été une catastrophe de perdre ce match-là, de gagner ce match-là pour les Pats aujourd'hui? Ben, la seule bonne nouvelle pour les Patriots, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont déjà leur carrière d'avenir ou le gars qui pense être leur carrière d'avenir en Drake May. Si tu n'avais pas de carrière, tu passais de 1, là c'est de 1 à 3 ou de 1 à 4 qui passe? Ouais, à 4. Donc, écoute, le fait que tu descends à 4, considérant que tu n'as pas l'obligation, que tu n'as pas à te forcer d'aller chercher un corps arrière, ça rend le truc, entre guillemets, moins pire. Ceci étant dit, si tu avais eu l'opportunité de trade down de 1 à 4 puis d'aller chercher du lot en plus, ça aurait été bon. Ceci étant dit, si je suis les Patriots puis que je réfléchis bien à l'avance à ce que je voulais faire, Jerome Mayo, c'est sûr qu'il allait essayer de gagner ce match-là. Il voulait essayer de sauver sa job. Donc, si tu ne voulais pas essayer de gagner le match puis que tu voulais te dire « Hey, perdons jusqu'au bout et terminons premier », pourquoi tu ne l'as pas mis dehors il y a une semaine? Surtout que, visiblement, la décision, elle était déjà prise chez les Patriots. Donc, à ce niveau-là, mauvaise gestion de la part de l'équipe. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des morceaux intéressants sur lesquels construire. Tu as déjà le corps d'avenir. Puis Drake May a montré quand même des belles choses là, quand il était dans la mêlée, malgré le fait qu'il jouait avec une équipe, on va se dire, franchement ordinaire. Moi, la seule chose que j'espère pour les Patriots, c'est qu'ils ne feront pas la même erreur qu'ils ont fait avec Mac Jones, c'est-à-dire de le laisser pourrir pendant 3-4 ans en lui donnant jamais un receveur qui a le moindre bon sens, puis qu'on se dise au final, ben, il n'est pas capable de jouer. Puis, je ne suis pas du genre à preacher pour les équipes de « Hey, on construit une équipe en mettant des receveurs étoiles puis un porteur étoile puis qu'on ne construit pas dans les tranchées. » Au contraire, je suis un apôtre de dire « Ça commence dans les tranchées, ligne offensive, ligne défensive. » Ceci étant dit, tu veux te donner une vraie chance d'évaluer ton carrière, donne-lui un vrai receveur qui peut faire les catchs. Après ça, avec le reste, on peut se débrouiller, on peut voir. Mais juste une question de te donner une vision claire de est-ce que ce gars-là peut m'amener en éliminatoire puis me faire gagner des matchs éliminatoires ou non. Parce que sinon, ben, on peut passer un autre appel plus rapidement. Moi, je pense personnellement que Drake May va être bon, que c'est un bon corps arrière, mais j'ai envie d'avoir une vraie chance de l'évaluer. Puis pense à Mac Jones. Le début de sa saison recrue jusqu'à... Ils avaient eu leur semaine de congé tard là, cette année-là, je pense à la semaine 12 ou quelque chose comme ça. Jusqu'à la semaine de congé, Mac Jones, c'était une belle surprise. Il se développait bien. On disait « Wow, mais le futur est prometteur avec lui. » L'année 2, on ne lui donne pas plus d'armes. Régression. L'année 3, on ne lui donne pas plus d'armes. Régression, puis finalement, ça s'est écroulé complètement pour lui. Mais je pense que Mac Jones, et je n'étais pas le plus grand fan de lui déjà à son année de repêchage, puis pendant qu'il a joué, je pense qu'il y avait un plafond assez limité. Mais je pense que Mac Jones avait quand même le potentiel de devenir meilleur que backup des Jaguars de Jacksonville. Puis écoute, la bonne nouvelle pour les Pats, au moins, c'est la dernière fois qu'une équipe a perdu un match de même pour perdre le premier choix, si les Texans Houston, quand Lovie Smith s'était fait coller dehors une couple d'heures après, là, un peu même situation. Là. Il avait donné, je pense, au moins 3 heures le temps de faire ses boîtes. Mayo a eu 1 heure et débarrasse. Là. Mais tu sais, la dernière fois, ça a quand même bien fini parce qu'on est allé chercher CJ Stroud, puis ça a été comme le début de quelque chose avec Will Anderson, de Miko Ryans qui est arrivé après. Peut-être que ça va faire du bien aux Pats, qui aussi ont 130 millions sous le plafond salarial. Et il y a des gros receveurs qui vont être disponibles. T. Higgins va en être un. Chris Godwin aussi, je crois, qui est joueur autonome. Et
qui sait ce qui va se passer avec Garrett Wilson. On n'échangera probablement pas à l'intérieur de la division, mais ça reste quand même un autre nom qui pourrait être disponible si la relation entre les Jets et lui est un peu fracturée. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec les Pats, là, Gerard Mayo est congédié. Là, les boys, on s'entend que Mike Vrabel va être embauché d'ici 1 ou 2 semaines avec les Pats. Ça va être réglé, puis il va enfin être de retour là-bas. Là. Ok, parce que tu l'as mis tantôt avec les Steelers. Les Steelers. Là, Ouais, non, écoute, ça, c'est dans un monde où est-ce que les Pats sont épais, puis dans un monde où est-ce que Mike Vrabel, la job des Pats n'est pas ouverte, OK? Dans un monde, puis peut-être que les Pats vont vouloir aller ailleurs, mais man, c'est comme écrit dans le ciel, là, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait là? Mike Vrabel est disponible, t'as une job disponible avec les Pats, puis Robert Kraft le dit ouvertement qu'il veut Mike Vrabel. Come on, faites juste le faire, régler ça, sauver le temps de tout le monde, là. Embauche Mike Vrabel, puis qu'on finisse ça, là. Au final, moi, j'ai l'impression qu'en embauchant Jerome Mayo, on essayait de créer un autre Mike Vrabel qui avait été créé au final par les Titans, mais qui était un ancien de l'organisation des Pats. J'ai l'impression que maintenant, tu as l'occasion de faire... c'est comme si j'embauchais Mayo, mais à la place, il y a déjà de l'expérience comme entraîneur, il y a déjà eu du succès comme entraîneur aussi. Il nous a prouvé que c'est pas un 2 de pique qui fait n'importe quoi sur le banc. Mike Vrabel, il est reconnu comme étant un bon entraîneur. Puis je suis pas 100% convaincu qu'il n'y a pas eu d'offre dans la dernière saison, Mike Vrabel, pour aller coacher. Mais il y a le luxe pas de choisir nécessairement sa destination, mais de pouvoir dire non à des équipes où ça ne l'intéresse pas d'aller, surtout que c'est une deuxième opportunité pour lui. S'il s'en va, je dis n'importe quoi, mais dans n'importe quelle équipe pourrie qui se plante complètement, là, ça se peut que les opportunités ne se représentent pas pour lui. J'ai l'impression qu'en Nouvelle-Angleterre, on va être patient avec lui si on l'embauche. Je dis ça, ils ont renvoyé Mayo après 1 an, mais Mayo n'avait pas d'expérience. Mais moi, ce que je trouve le plus ridicule dans la situation de Jerome Mayo, c'est que, rappelez-vous, l'an dernier, les Patriots n'ont pas fait de processus d'embauche. Ouais. C'était réglé avant la fin de la saison. Il s'était déjà entendu avec Jerome Mayo qui faisait partie du personnel d'entraîneur. C'était dans son contrat. C'est dans son contrat. Oui, exact. Mais nous, on ne le savait pas dans le public. On l'a su après. Mais tu sais, c'était déjà organisé. Tu avais tellement confiance en toi que tu n'as même pas appelé personne, puis tu as congédié Bill Belichick, le meilleur entraîneur de tous les temps, pour lui faire la place. Puis après 1 an, avec une équipe qu'on savait pourrie, qu'on savait qu'elle serait qu'elle serait à peu près là au classement cette année, puis tu le mets dehors après 1 année. On n'est pas dans le vestiaire. Probablement qu'il y a des trucs où il y a eu des pertes de contrôle ou que tout simplement, on voyait que c'était pas l'homme de la situation. Ça les regarde, comme je le dis, on n'est pas dans le vestiaire. Ceci étant dit, la réflexion qu'ils ont eue dans tout le processus Mayo, du début à la fin, selon moi, il n'y a juste pas de sens. Ouais. Well said. Je peux Puis Mike Vrabel, tu sais, récemment, on a vu Mike Tannenbaum, l'ancien GM des Jets, qui a été recruté à nouveau par les Jets pour enquêter ou comme pour faire du recrutement pour le prochain entraîneur-chef. Consultant, ouais. On entend 2 noms, Rex Ryan puis Ron Rivera, 2 dinosaures. C'est pas un mauvais jeu de mots avec Rex, là. Oh. Mais deux dinosaures que absolument personne d'autre présentement. Tu sais, il n'y a aucune autre équipe qui est dans les talks pour engager ces gars-là parce que ces 2 gars qui n'ont plus nécessairement leur place dans la ligue. Mais le nom de Mike Vrabel aussi a été soulevé. Puis honnêtement, en ce moment, tu es Mike Vrabel, tu as une offre des Jets, puis tu as une offre des Patriots pour le même emploi. Je pose même pas de questions sur le salaire. Je m'en vais chez les Patriots avant d'aller chez les Jets. Penses-tu que les Pats ont agi sur Gerard Mayo aussi rapidement parce qu'on a vu les Jets faire passer une entrevue à Mike Vrabel? C'était vendredi, je pense. Penses-tu qu'on a agi aussi rapidement que ça pour cette raison-là? Je me demande vraiment si Mike Vrabel n'était pas disponible. Disons que Mike Vrabel, il y a 1 semaine, se fait dire, je ne sais pas pourquoi ça arriverait pendant la saison régulière, là, mais tout de suite, s'en va entraîner l'an prochain X équipe, puis qui n'est pas disponible. Je me demande si on congédie Jerome Mayo du côté des Patriots. Puis tu sais, le parallèle hockey, là, mais je sais que vous parlez de hockey à votre podcast aussi. Rappelez-vous quand Michel Therrien a été congédié par le Canadien puis que Claude Julien s'était amené. La première ou la deuxième fois? La deuxième fois. Si Claude Julien n'avait pas été congédié 1 semaine avant par les Bruins, est-ce que vraiment le Canadien aurait pesé sa gâchette? Leur homme, ils l'ont montré. Ils l'ont montré en engageant Julien que c'était lui leur homme. Donc visiblement, s'il n'était pas disponible, tu n'aurais pas donné la job à quelqu'un d'autre, tu serais juste resté avec Michel Therrien. Selon moi, ça n'avait pas été une bonne décision à l'époque. Ceci étant dit, avec les Patriots, on est en droit de se poser un peu la même question, surtout que le lien entre Vrabel et les Pats, il est extrêmement facile à faire. Absolument.
Absolument. Et juste avant qu'on se quitte, mesdames et messieurs, juste répondre à la petite question de la semaine de notre joueur mystère qu'on réservait pour vous. Alors non, cette fois-ci, ce n'était pas un joueur de football pour rester dans la thématique, mais un joueur de baseball qui a porté les couleurs des Brewers de Milwaukee de 2018 à 2023 pour ensuite se diriger l'année dernière avec les Orioles de Baltimore et finalement, il portera les couleurs la saison prochaine des Diamondbacks de l'Arizona. Et on a nommé Félix Corbin Burns, qui vient de signer un énorme contrat avec les Diamondbacks. C'est arrivé de nulle part pendant les vacances. Vraiment, c'était les Giants, les Blue Jays, puis tout d'un coup, à la fin, salut les Diamondbacks, on est là, on va le signer. Puis un an après le fiasco de Jordan Montgomery, on signe un autre gros lanceur à gros prix. Mais belle prise pour les Diamondbacks, justement, et c'est notre premier joueur de la semaine en 2025 pour la triple menace. Et comme quoi, en 2025, les Blue Jays et leurs partisans ne pourront absolument rien avoir et on est déjà prêt pour cet été. D'ici là, mesdames et messieurs, on vous remercie d'être passés cette semaine à la triple menace, cette première édition de 2025. On remercie également Renaud de s'être présenté avec nous. Toujours des belles affaires à nous dire, que du bon knowledge de football. Très hâte toujours que tu nous écris peut-être un petit livre, une petite encyclopédie de football québécois. Peut-être développer de A à Z le lingo du football francophone. Pourquoi pas, hein? T'as une idée de projet. D'ici là, comme on l'a dit, Renaud, tous les dimanches, bon là, la saison termine, donc il n'y en aura plus. Mais Red Zone, sinon, au-delà de ça, le balado Tailgate, en plus d'être à l'occasion chez RDS et BPM Sport. D'ici là, tout le monde, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un format régulier de nouvelles et passez une très, très, très belle année. Ciao, bye.